on va s'intéresser à... On va faire un peu de politique, quand même, un peu de politique, autour du conseiller diplomatique de François Hollande. Dans les entreprises, en fait, comme au plus haut niveau de l'État, finalement, les décisions géopolitiques s'appuient sur des arbitrages qui peuvent être semblables au risk management. C'est en tout cas le postulat de départ, et c'est donc Jacques Audibert qui va répondre à ces questions. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'appartiens à une génération de diplomates pour qui l'entreprise est une évidence, et j'étais très heureux d'avoir cette occasion d'échange avec vous, car nous nous rencontrons peu. Mon objectif, c'est de vous aider aujourd'hui, assureurs, courtiers, entreprises et intervenants aussi dans ce secteur, à mieux comprendre comment nous fonctionnons pour essayer d'être le plus prévisible possible pour vous. C'est ce que je voudrais essayer de faire très rapidement, parce que je voudrais aussi avoir un espace aussi large que possible pour un échange avec vous. Je mesure bien entendu, tous les risques que vous avez à gérer. Je mesure aussi combien le risque diplomatique est un avatar parmi ceux-là. Mais évidemment, il est systémique, il est large. Et aujourd'hui, l'actualité nous conduit à y être particulièrement soucieux. Mais l'actualité nous conduit toujours à être particulièrement soucieux. Il y a toujours un autre événement qui rend les choses plus complexes. Donc je voudrais aller avec vous au-delà des clichés, voir avec vous les déterminants, comment nous prenons ces décisions, dans quel contexte. Est-ce que la France fait de ce système ce qu'elle fait de ses atouts, et comment elle s'efforce de servir ses intérêts et ses valeurs. Je voudrais vous aider aussi à aller au-delà des clichés, parce qu'on nous sert beaucoup, particulièrement là en ce moment dans les débats politiques, mais aussi dans la presse en général, un certain nombre de clichés comme « il faut absolument parler à, puis suit le nom d'un pays ». Bien sûr qu'on parle à tous les pays, on est là pour ça, et ça nous est venu à l'esprit avant qu'on nous le conseille en général de parler aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens, à qui vous voulez. Ou alors quand on vous dit la solution est politique, quelle surprise, la solution en général d'un problème diplomatique est plutôt politique, car l'inverse serait une solution militaire que nous sommes précisément fondés à essayer d'empêcher. On vous dit aussi souvent, pour la région, il faut un plan Marshall. Ça, c'est une idée géniale qui consiste à injecter beaucoup d'argent quelque part pour régler tous les problèmes. En général, il n'y a pas d'argent et ça ne fonctionne pas. Enfin, on nous rebat les oreilles avec « la France doit être de retour, la France doit être indépendante ». Ça fait 30 ans que je suis diplomate, nous sommes indépendants et nous sommes sur la scène. Donc pour essayer d'aller avec vous au-delà de ces clichés, je voudrais voir avec vous les déterminants des décisions qui vous concernent, qui concernent les entreprises comme les particuliers, mais qui vous concernent au premier chef, car j'imagine que toutes les entreprises ici représentées agissent beaucoup à l'étranger comme investisseurs ou comme partenaires. Et je voudrais aussi m'attarder rapidement sur un avatar qui vous concerne particulièrement, qui est les sanctions, dont nous sommes de grands consommateurs et de grands utilisateurs. Pour ça, juste un mot sur l'univers dans lequel j'évolue. La face publique des relations internationales, ce sont les visites, les réunions multilatérales, les communiqués, les discours. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, moi, c'est mon univers, l'univers des conseillers diplomatiques ou des responsables de la sécurité nationale. C'est un petit groupe, nous sommes une dizaine, qui nous parlons à longueur de journée. Juste avant de venir là, j'avais mon collègue allemand. Après vous quitter, je vais reparler à mon collègue américain. La nouvelle administration américaine, moi, dès le 18 novembre, j'étais en contact avec elle. J'ai été probablement un des premiers à aller rencontrer le général Flynn, le nouveau National Security Advisor du président des États-Unis. Et nous avons, entre collègues, une relation qui est très importante. Ça, pour les déterminants de la politique internationale, il est important de comprendre ça. Ce réseau est un réseau de gens calmes, expérimentés, qui jouissent de toute la confiance de leur patron, parce qu'il faut évidemment que nous soyons en contact permanent avec nos présidents, nos premiers ministres, mais qui aussi établissent entre eux un système de confiance et de gestion réciproque des problèmes qui est évidemment extrêmement précieux. Lorsque on vous explique qu'il y a une grande crise entre la France et la Russie parce que le président Poutine ne vient pas inaugurer une église à Paris à cause du contexte syrien. Le matin, je gère ça avec mon collègue russe en lui disant « voilà les conditions, qu'est-ce que tu en penses ?» Il me dit « je te rappelle », on voit, ça se gère très calmement. Mais c'est ça
un des circuits de décision qui fonctionne, qui n'est pas connu, qui n'a pas vocation à être public, mais qui est très, très pragmatique. Alors, comment est-ce qu'on agit dans cet univers? Je voudrais vous montrer que nous sommes le plus prévisible possible, puisque c'est votre métier. D'abord, premier principe, nous sommes en permanence dans l'arbitrage entre intérêt et valeur. Ça n'est pas un lieu commun, c'est une réalité. Chaque fois qu'on arbitre une décision à prendre, quelles sont les valeurs de la France, qu'est-ce que nous défendons, qu'est-ce que nous représentons, mais quels sont nos intérêts. Un exemple, lorsque nous avons décidé, fin 2014, de ne pas livrer des bateaux Mistral, vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, la Russie venait d'entrer en Crimée, en Ukraine, et nous étions sur le point de livrer 2 bâtiments de projection de force pour un coût total de 900 millions. Nous avons décidé, le président a décidé de ne pas les livrer. Nous avons été attaqués sur le thème que la réputation de la France comme exportateur d'armement allait être atteinte, sur le thème que nous étions à la traîne des États-Unis, etc. Nous ne les avons pas livrés. Ça, c'était nos valeurs. Il était impossible de livrer à un partenaire, fût-il proche, comme la Russie, car la Russie est un partenaire proche. Impossible de livrer un instrument de projection de force au moment où, précisément, il envahit et il prend la partie d'un autre pays. Eh bien, nos intérêts ont été servis quand même, puisque nous avons réussi, avec les Russes, avec les Égyptiens, à revendre ces bateaux à d'autres gens, qui sont aujourd'hui utilisés par les Égyptiens, mais sans renier en rien nos valeurs. Mais dans ce cas-là, on a réussi à concilier les deux, mais ça n'est évidemment pas toujours le cas. Deuxième point, nous avons des institutions qui nous rendent particulièrement agiles. Le régime présidentiel français, la manière dont il fonctionne, nous permet de prendre des décisions en une demi-journée, là où beaucoup de nos partenaires ont besoin de consulter des parlements ou, comme aux États-Unis, d'avoir un processus interagence extrêmement long, extrêmement complexe. Et donc, nous avons cette agilité qui nous permet d'agir rapidement. C'est un véritable atout. Je vous rappelle, par exemple, en août 2013, lorsque le Premier ministre britannique a voulu participer à une opération aérienne contre Bachar el-Assad en Syrie, eh bien, il a été censuré par son Parlement. Chez nous, la Constitution nous oblige bien entendu à tenir compte de l'avis du Parlement, mais donne à l'exécutif un pouvoir très rapide qui est très, très précieux. Des principes dans nos actions, évidemment, le principe de l'égalité de ce que nous faisons, fondé soit en général des résolutions du Conseil de sécurité, soit sur l'appel des autorités légitimes d'un pays, c'est-à-dire respect du droit, de la souveraineté. La préservation des populations civiles est toujours une obsession chez nous, et la restauration de l'ordre diplomatique, de l'ordre démocratique, après une crise. Donc tout ceci, vous voyez bien, rencontre également vos intérêts. Ça va dans la stabilité, dans le raisonnable. La France a vocation à parler à tous. La France a vocation à le faire d'une manière calme et d'une manière qui règle plutôt les conflits plutôt que les créer. Nous agissons sous une contrainte médiatique forte. Beaucoup d'entre vous connaissent ça, la contrainte médiatique. Nous y faisons tous face. Chez nous, elle est particulièrement forte parce que la diplomatie n'a pas vocation à être publique, ou très rarement, parce que rarement nous avons les mêmes intérêts que la presse, qui a tendance évidemment à vouloir montrer les moments de tension ou les moments où les choses ne fonctionnent pas, ce qui est tout à fait normal. Mais chez nous, un mot de travers, une interview, un discours peut tuer. Et il est malheureusement souvent arrivé dans le passé que des émeutes soient provoquées à cause de la position de tel ou tel Français ou un de nos partenaires, et ça peut très vite être extrêmement dangereux. Donc c'est une contrainte particulièrement forte chez nous. Dans ce contexte-là, dans ce système-là, quels sont nos atouts ? Nous avons une vraie ampleur diplomatique. Ça, je la vis depuis 30 ans, ce n'est pas un slogan. Nous sommes fondateurs de l'Union européenne, membres fondateurs de l'OTAN, membres permanents du Conseil de sécurité. Tout ça nous donne une vraie voix et nous offre un clavier pour pouvoir agir sur ces différents systèmes lorsque c'est conforme à nos intérêts ou à nos choix. Nous sommes également membres, par exemple, du G8 ou du G20, dont je suis Sherpa, du président, c'est-à-dire c'est moi qui participe aux réunions de préparation de ces grandes réunions. On a fait le G8 ici en 2011 à Deauville, lorsque c'était une présidence française. Tout ça nous donne évidemment voix au chapitre, au sens propre du terme. Nous sommes toujours en mesure de nous exprimer. Nous avons une culture d'indépendance fondamentale qui est fondée sur quelque chose qui est devenu extrêmement rare, c'est une capacité de projection de force.
C'est-à-dire que la France est capable de prendre des positions et est capable aussi d'aller au secours de ses alliés en projetant de la force, y compris en utilisant la force, pour pouvoir faire valoir ses intérêts, ce qui est quelque chose évidemment de très peu partagé et d'extrêmement précieux. Nous avons également, et ça vous en êtes l'expression et les témoins par définition, nous avons une puissance économique évidente. À chaque voyage que nous faisons, c'était le cas en Amérique du Sud il y a 10 jours, nous constatons, quel que soit le pays, que la France est immanquablement parmi les premiers partenaires, parmi les premiers investisseurs. Immanquablement, le président a avec lui des patrons de grands groupes et aussi, en général, une dizaine de patrons de petites, voire de toutes petites entreprises qui nous ont demandé à venir, qui accompagnent pour pouvoir s'implanter sur un marché. Évidemment, cette puissance économique qui est véritablement tangible dans les relations bilatérales fait partie du statut de la France, au même titre que cette capacité de projection, au même titre que ces autres sujets que je vous mentionnais. Alors c'est vrai aussi de la francophonie, de la culture. J'ai malheureusement peu de temps, je ne vais donc pas développer ça, mais là aussi c'est une force de frappe, une capacité d'influence, une capacité de présence qu'a la France. Il faut en être conscient et je crois que c'est quelque chose de très important. Alors je voudrais vous donner quelques exemples de ce que nous en faisons, de ce statut, de ce système de détermination, de prise de décision et de cette puissance. Rappelez-vous, novembre 2012, le Mali. Qu'est-ce qui se passait au Mali ? Un pays était sur le point d'être envahi par une coalition de forces terroristes qui avait envahi le nord du pays, qui s'apprêtait à rejoindre le sud. Et nous avons reçu un appel au secours des autorités légitimes du Mali. Là, en quelque sorte, nous avons mis en œuvre tout ce qui fait nos avantages. La capacité de décision rapide, c'était en 24 heures. La capacité d'intervention, mais une capacité d'intervention limitée. Nous sommes allés au Mali avec 4000 hommes, alors que les opérations militaires il y a 10-20 ans se faisaient avec 20-30 000 hommes, voire bien plus en Afghanistan. 4000 hommes, ça veut dire qu'on a confiance dans la capacité d'action de cette force, ça veut dire qu'on a confiance dans sa valeur, parce que reprendre le contrôle d'un pays avec si peu d'effectifs signifie qu'il y a une expérience là qu'on est prêt à utiliser, et c'était très important. Nous l'avons fait également en mobilisant le Conseil de sécurité, membre permanent, nous avons obtenu une résolution. Nous l'avons fait conformément à nos principes, évidemment la lutte contre le terrorisme, la libération de tout le nord de ce pays qui vivait dans des conditions épouvantables. Et nous l'avons fait également en plein accord avec l'Union africaine et avec tous ceux à qui le pouvoir a été très rapidement rendu, de façon à ce qu'il puisse se dérouler des élections, puis des négociations de paix qui se poursuivent encore. Autre exemple, la COP21, débat au sein de l'exécutif. Faut-il prendre cette responsabilité écrasante ou pas face à ce risque évidemment majeur? Que peut faire la France? C'était quasiment impossible. Le président de la République a décidé de le faire. Moi, à l'époque, j'étais directeur politique du Quai d'Orsay, j'étais contre, parce que j'étais diplomate, je trouvais ça imprudent. Ça a été fait. Le ministre Laurent Fabius l'a empoigné. Nous avons trouvé des alliés dans l'Inde, dans la Chine, et nous avons réussi à obtenir cet accord. Alors, accord aujourd'hui éventuellement remis en cause, mais là aussi, c'est une illustration de la capacité de ce que nous savons faire. Peu de pays, évidemment, auraient été capables de faire ça. Et je vous rappelle que nous avons réuni quelques jours après le terrible attentat du 13 novembre, nous avons réuni à Paris la plus grande réunion de tous les temps de chefs d'État et de gouvernement pour signer cet accord. Autre exemple, l'Ukraine. La guerre en Europe, la remise en cause d'un élément fondamental de la stabilité, c'est-à-dire des frontières. Que faut-il faire ? S'attaquer aux Russes ? Faut-il mobiliser l'OTAN ? Non, nous avons choisi une autre voie qui était celle, avec l'Allemagne, de créer un processus de négociation qui s'appelle le processus de Normandie, parce qu'on l'a créé le 6 juin à l'occasion de l'anniversaire du débarquement, il y a 2 ans et demi. Et nous continuons depuis à essayer de trouver une solution politique, parce que, encore une fois, la solution est toujours politique, dans le dialogue permanent avec les Russes, avec les Allemands, avec les Ukrainiens, pour avancer. Là aussi, c'est une initiative et une capacité de la diplomatie française. Autre exemple plus rapidement, le secrétaire général des Nations Unies vient d'être désigné, M. Guterres, il est de notoriété publique.
que ce secrétaire général des Nations Unies, donc personnage clé du système multilatéral, avait un seul soutien depuis 6 mois, qui était la France. Nous avons, et les diplomates n'en sont pas peu fiers, nous avons réussi à convaincre, nous avons réussi à soutenir, nous avons réussi à établir le rapport de force nécessaire à son élection, et nous avons aujourd'hui un allié fondamental à la tête des Nations Unies. Enfin, il y a de cela un petit peu plus d'un mois, nous avons tenu à Abu Dhabi, le président a tenu à Abu Dhabi, avec l'émir, une conférence en présence du secrétaire général de l'UNESCO, parce que la France avait décidé de se mobiliser pour trouver un système pour préserver le patrimoine culturel contre les attaques délibérées des terroristes. Tout ça pour vous donner une idée de tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous savons faire au service de valeurs, au service d'intérêts que nous ne perdons jamais de vue. Des limites, évidemment, lorsque nous avons, en 2009, j'étais directeur politique au Quai à l'époque, nous avons lancé une opération qui s'appelait Euphor Tchad. Donc on a envoyé des militaires au sud du Tchad pour éviter que le conflit au Darfour ne vienne s'étendre au sud Tchad. Nous avons envoyé 3500 militaires. Je ne savais pas à l'époque combien ça coûtait et ça n'était pas un sujet. 5 ans plus tard, toujours directeur politique, lorsque nous avons fait le Mali, j'ai passé l'essentiel de mon temps à créer des trust funds pour trouver comment financer et l'armée malienne et l'intervention que nous faisions. Donc cet impératif est de plus en plus fort et vient évidemment limiter nos capacités, mais nous oblige à trouver d'autres formes d'action. Autre exemple, août 2013, lorsque nous avons voulu aller, comme je le mentionnais tout à l'heure, faire des opérations aériennes en Syrie, nos partenaires n'y sont pas allés, nous n'y sommes pas allés parce que nous ne sommes pas en mesure d'agir seuls. Je voulais donc, en m'orientant vers la conclusion, vous dire un mot d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, qui est celui des sanctions. Moi, j'en ai été un grand consommateur, puisque j'étais le négociateur pendant 5 ans de l'accord avec les Iraniens. Et je suis un fervent défenseur des sanctions, mais des sanctions qui sont réfléchies. Peut-être ai-je rencontré certains d'entre vous, j'ai souvent été au MEDEF pour discuter avec les entreprises des sanctions, parce que, soyons clairs, notre objectif est que les sanctions fassent le plus mal possible à nos adversaires et le moins mal possible à nos entreprises. Donc elles sont conçues pour ça. Et si vous doutez de notre cynisme lorsque nous discutons avec nos partenaires de quel domaine nous devons introduire dans des sanctions, je vous autorise à lever votre doute. Nous sommes parfaitement conscients des intérêts de nos entreprises et certains d'entre vous ici le savent bien, c'est donc quelque chose que nous discutons en amont avec les entreprises. Ensuite, les sanctions, pourquoi faire ? Des sanctions n'ont de sens que si elles sont liées à un processus politique. En d'autres termes, il faut qu'on dise à quelqu'un, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on dise aux Iraniens ou aux Russes, c'est toujours le même principe, si vous faites ça, les sanctions vont rester. Mais si vous faites ça et ça, on vous garantit qu'elles s'en iront. Mais il ne faut surtout pas établir de sanctions contre un pays qui soit irréversible. Il ne faut surtout pas établir de sanctions qui ne soient pas liées à un process, mais qui soient là pour punir ou pour humilier. C'est la dernière des choses à faire, évidemment, punir ou humilier quelqu'un avec qui on veut trouver une solution. Donc oui, il y a des sanctions qui sont à titre national réfléchies pour faire du mal aux autres et faire le moins de mal possible à nous. Oui, il y a des sanctions qui sont liées à un process politique et qui donc peuvent être levées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, qui peut les prendre à titre national ? Vous savez bien, vous ici, que ça n'a pas de sens de prendre des sanctions nationales. Elles doivent être au minimum européennes, voire globales. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous avons essayé de faire en Iran avec une résolution du Conseil de sécurité qui a ouvert la voie à des sanctions. Mais aujourd'hui, on a un système qui est devenu complexe à gérer, qui est que lorsqu'on a un système de sanctions Union européenne, États-Unis, qui est en général le cœur du système, le système américain a un effet de fait extraterritorial. C'est-à-dire quand les Américains disent « nous, on ne prend pas de sanctions contre les entreprises étrangères par définition, simplement, si vous continuez à travailler avec ce pays, vous ne travaillez plus ni en dollars ni avec les États-Unis », ça a un effet extraterritorial de fait, qui n'est pas illégal, qui est de fait. Donc ça, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit ça en détail, et c'est évidemment un sujet extrêmement important parce que ni la France ni l'Union européenne ne peuvent accepter d'être dessaisis de ce système de sanctions. Alors pour parler plus clairement, aujourd'hui sur l'Iran, on est en train de mettre en œuvre l'accord à la négociation duquel j'ai participé.
Vous avez sans doute entendu que le président Trump souhaitait le remettre en cause. Le président de la République lui en a parlé pas plus tard que samedi soir, en disant que nous tenons à cet accord, parce que précisément, l'Iran fait ce qu'on lui a demandé. Si l'Iran fait ce qu'on lui a demandé, ces sanctions doivent être levées. Et si on remet en cause cet accord, ce sera un risque majeur, évidemment, d'instabilité pour la région, parce que si cet accord est remis en cause, les Iraniens n'auront plus d'autre choix que de recommencer leur programme nucléaire, et il ne pourra y être mis un terme qu'avec des moyens que nous souhaitons évidemment à tout prix éviter. Avec les Russes, là aussi, débat entre la France, l'Allemagne et le président Trump, avec mon collègue aussi, je dois lui en reparler cet après-midi, pour savoir comment nous allons orienter les choses. Mais là aussi, un principe simple, il est dit au président Poutine que les sanctions demeureront tant que le processus de Minsk, que je vous décrivais tout à l'heure, ce format Normandie, n'aura pas été mis en œuvre tant que la Russie n'aura pas fait ce qu'elle doit faire dans ce domaine-là. C'est un domaine complexe, mais la crédibilité du système repose là-dessus, et c'est pour ça que nous y tenons. Entre la Russie et l'Ukraine, nous avons affaire à un système tout à fait asymétrique, puisque d'un côté, le président Poutine ne subit pas de très grande pression ni de sa presse, ni de son opinion publique, ni de son Parlement. Inversement, le président Porochenko subit une très lourde pression et de sa presse, et de son opinion, et de son Parlement. Donc, quand l'un et l'autre, on leur demande de délivrer quelque chose, c'est plus facile pour l'un que pour l'autre. Et puis, il y a une autre asymétrie fondamentale, qui est que les troupes russes sont en Ukraine et pas l'inverse. Et donc, il faut qu'on demande à chacun de respecter ses obligations, mais aussi de le faire en tenant compte de cette asymétrie. C'est ça qui peut ramener de la stabilité en Europe, parce que laisser contester les frontières revient évidemment à mettre en cause un des facteurs de stabilité les plus importants sur lequel est assise la paix en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Combien ? 2 minutes. Bon, alors je vais plutôt m'orienter vers la conclusion en espérant que, parce que j'attends beaucoup vos questions, je voulais vous dire un mot de nos relations bilatérales avec un certain nombre de nos partenaires. Évidemment, tout le monde se pose la question des États-Unis. Les conseillers diplomatiques, comme je vous le disais, on est en relation depuis maintenant 2 mois. On travaille, on regarde les choses. Les présidents se sont parlé à plusieurs reprises, les administrations travaillent. Sans surprise, le président Trump met en œuvre un certain nombre des décisions qu'il s'était engagé à mettre en œuvre. Je pense qu'il faudra de longs mois, de très longs mois, pour voir comment le système va se stabiliser, parce que le processus interagence, comme on dit, chez nous on dirait interministériel, aux États-Unis est d'une complexité particulière, et le temps que les rapports de force soient analysés, le temps qu'on trouve comment les décisions du président, de son entourage, de mon collègue de National Security Advisor, comment le Congrès va digérer ça, comment les différentes administrations vont agir, c'est une machine extrêmement complexe, d'autant plus complexe qu'il faut que 2000 fonctionnaires soient à nouveau confirmés. Tout ça prend du temps. Il faut malheureusement être un petit peu patient, mais nous voyons des sujets sur lesquels un dialogue s'est engagé. Nous voyons des sujets sur lesquels les choses sont plus complexes, mais il faut regarder tranquillement, professionnellement. Les hurlements, la sidération n'apportent rien. Nous, on regarde le fond des choses et on a des interlocuteurs avec lesquels on peut travailler. Juste l'Allemagne, peut-être, l'Allemagne et la Russie. Avec l'Allemagne, la proximité est une évidence, c'est un élément donné. Moi, j'en suis un grand partisan. La personne à qui j'ai parlé avant de monter sur cette scène était mon collègue allemand. On se parle plusieurs fois par jour, on est coordonnés sur beaucoup de choses. L'axe franco-allemand, ça aussi, tiens, c'est une des banalités, un des clichés qu'on nous sert. Il faut restaurer l'axe franco-allemand qui est en faillite. Il n'est pas en faillite du tout. Il a subi des pressions très fortes, lorsque, sur la question des migrants, vous avez 1 million de migrants qui sont rentrés en Allemagne et environ 10 000 en France. La différence de pression était telle que le couple risquait d'être déstabilisé. Ça n'a pas été le cas et nous y travaillons intensément. Avec la Russie, le président avec le président Poutine, au fil de ces réunions dont je vous parlais sur l'Ukraine, depuis 2 ans et demi, il y a peut-être eu 10 réunions et 50 appels téléphoniques à plusieurs avec l'Allemagne, avec l'Ukraine ou autre. Un lien s'est créé, un lien de travail qui n'exclut pas évidemment les rivalités, les contradictions, qui n'exclut pas de ne pas être d'accord. Le dernier échange sur Alep
n'était pas un échange facile. Je crois qu'il y a un respect et un dialogue permanent qui font que nous utilisons ce canal. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Soyez sûrs que nous avons toujours en tête les intérêts, évidemment, de la stabilité des entreprises, que ce soit pays par pays ou dans les enceintes multilatérales. Mais soyez sûrs que la diplomatie française, de ce point de vue-là, est unique parce que notre culture d'entreprise à nous, c'est d'utiliser les moyens que nous avons. Ce sont des moyens limités, mais nous les utilisons. Jamais personne ne nous dicte rien et nous avons une culture de l'initiative. Dans une réunion multilatérale, le français parle toujours parce qu'il a des choses à dire, parce qu'on lui a préparé en amont quelques positions et parce que c'est comme ça que fonctionne cette diplomatie depuis plusieurs siècles. Et je vous demande, gouvernement après gouvernement, président après président, de continuer d'appuyer ça parce que ça coûte vraiment pas cher à l'État en termes de budget et en termes d'influence, en termes de capacité d'anticipation et de capacité d'action. Cette diplomatie est au service d'un intérêt général dont vous êtes ici un des témoins. Je vous remercie. Merci, Jacques Audibert. Je vous invite à me rejoindre puisqu'il y a déjà, vous en doutez, beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre. Ah, il les connaît déjà. Ah, incroyable. Je parie qu'il y aura Trump dans la première. Mais non, ça c'était ma question, mais c'est mon côté journaliste. Hein. Vous savez, je suis omnibulée par la nouvelle administration Trump. Mais je ne la poserai pas, je vais laisser la priorité aux questions qui ont été posées par la salle. Quelle est votre principale crainte? Voilà une première question intéressante. Et quel serait votre cauchemar? Oh là là. On n'est pas sur un divan pourtant. Comme je vous disais, moi j'appartiens à une corporation où on est calme, on ne travaille pas sur les craintes et les cauchemars. On essaie de minimiser un certain nombre de risques. La crainte et le cauchemar, ce serait évidemment que le système international tel qu'il est bâti aujourd'hui perde un certain nombre de principes, des principes simples qui sont le respect de la légalité, qui sont simplement la stabilité, la paix. On est là pour maintenir la paix. Mais vous savez, quand on a appris il y a 2 ans que les Russes étaient entrés en Crimée, ça peut être considéré comme une crainte, comme un cauchemar. La remise en cause des frontières au sein de l'Europe, ça peut être considéré comme un cauchemar. On l'a géré. On gère les cauchemars, on gère les pires cauchemars. On est là pour ça. On trouve toujours une solution et je suis convaincu qu'on continuera de la trouver, même au sein d'une Europe aujourd'hui compliquée, voire affaiblie. Même avec un partenaire américain qui est un peu, lui aussi, complexe à gérer. On gère. Moi, je n'ai pas beaucoup de Il reste un partenaire, donc. Bien sûr qu'il reste un partenaire. Les États-Unis restent bien entendu un partenaire. Le président Trump, comme je le disais, met en œuvre un certain nombre de décisions parce qu'il s'y était engagé, mais on a des interlocuteurs qui rendent les choses plus rationnelles et on travaille avec eux. La question pour nous est de savoir, ces interlocuteurs, comme mon collègue le général Michael Flynn, quelle sera leur place dans le système interagence tel qu'il va se constituer. Ça prend du temps. Ça prendra du temps pour voir comment tout ça va se stabiliser. Mais on a déjà eu, par exemple, sur l'accord de Paris, on a déjà eu sur l'avenir de l'OTAN, on a déjà eu sur plusieurs sujets comme ça fondamentaux, des signaux qui montrent qu'on revient vers quelque chose de plus habituel. Et donc votre cauchemar, si tant est que vous en ayez? Non, moi je veux pas de cauchemar. Vous dormez bien? Oui, oh bah oui, oui.